présenter et vous nous faites part de votre question. Mélanie Adam du CEN Poitou-Charentes. J'avais une question pour Adrien. On a vu que vous aviez modifié en fait vos pratiques pastorales pour prendre en compte le DAMI et la succise, mais est-ce que vous avez pu quand même continuer à mesurer l'effet de cette modification de pratique sur l'état de conservation de l'habitat d'intérêt communautaire ? Alors, pas spécifiquement sur l'habitat d'intérêt communautaire. Nous, on a vraiment ciblé le damier et plus largement, en fait, un certain nombre d'insectes qui étaient un peu oubliés, on va dire, du plan de gestion précédent sur ce site-là et sur d'autres sites également. Et je l'ai dit en intro, j'ai pas eu le temps de le développer, mais ça correspondait à une réflexion vraiment beaucoup plus globale à l'échelle du conservatoire, pas simplement des sites Natura 2000 et pas seulement des espèces de la directive Natura 2000, mais d'avoir vraiment, en fait, une meilleure prise en compte d'un certain nombre d'enjeux liés à d'autres compartiments autres que la botanique en fait. Donc il a fallu discuter, il a fallu prendre du temps, il a fallu convaincre également les collègues de la nécessité de peut-être abandonner une gestion très favorable à certaines plantes, pour le dire très clairement, pour également préserver un habitat plus propice à un certain nombre d'espèces d'insectes, dont le damier. Donc aujourd'hui, on sait que sur les zones gérées pour le damier, c'est peut-être moins favorable à certaines orchidées, bien que ça n'ait pas été suivi de manière protocolée, quoi. Mmh. Merci pour cette première intervention. Question suivante. Voilà, on vous laisse vous présenter également. Bonjour, Thierry Mouget, Fédération des parcs naturels régionaux de France. J'ai une question peut-être plus particulièrement à l'attention de Pierre-Jean Berthelot en termes d'indicateurs. Sur les aspects financiers, en gros, est-ce qu'on a une idée à l'échelle d'une région, si on additionne par an ce que demandent les opérateurs pour faire des suivis, ça représente combien ? Si on additionne ce qui est marqué dans les DOCOP, ça représente combien ? Et ce qui est dans les lignes budgétaires de l'ADREAL, ça représente combien ? Question gros sous. On a eu d'autres allusions dans la journée jusqu'à présent, mais là c'est direct. Ouais, j'avoue que là, on n'a pas fait forcément l'exercice, enfin moi toujours, et j'ai pas forcément les chiffres, et donc je serais bien en difficulté de répondre précisément à tout ça. Voilà, effectivement, il y a, par rapport à l'auto-évaluation et la démarche qu'on mène, il y a aussi cette considération-là financière, et ça fait partie des choses un peu plus stratégiques qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on élucide pour savoir comment est-ce qu'on peut accompagner le réseau sur ces aspects-là. Car ça représente du temps, un investissement pour les sites et du coup effectivement forcément des moyens financiers. La démarche d'auto-évaluation forcément est un peu facteur d'économie, mais malgré tout il y a un accompagnement et des dotations qui ne sont pas, je crois, illimitées, donc il faut raisonner tout ça. Merci. Intervention suivante, vous avez le micro, allez-y. Bonjour, Christophe Blondel, conservateur botanique de Bailleul. Donc pour Adrien, par rapport au damier de la succise, est-ce que vous avez modifié aussi la charge annuelle de pâturage ? Oui, on a un peu allégé en fait la charge. Parce que on a créé un exclos en fait tout simplement sur les zones où on identifiait les nids et on a fait le choix de ne pas pâturer ces zones de nids en fait avant le mois d'octobre. Donc pour laisser le temps simplement aux chenilles en fait de s'enfouir dans la végétation. Donc de fait la charge est plus faible puisqu'on n'a pas de pâturage en fait du mois de mars au mois d'octobre. Alors que d'autres secteurs eux peuvent être pâturés un petit peu plus tôt quand on sait que c'est juste des zones de nourrissage des adultes mais pas forcément des zones de reproduction. Donc c'est en ça que l'étude a été, la démarche du conservatoire, la réflexion a été importante puisque ça nous a permis de distinguer en fait sur un même site différents secteurs qui ne représentaient pas forcément les mêmes enjeux en termes de conservation pour le papillon. Dans votre tableau avec les UGB tout à l'heure, ça tenait compte d'un chargement annuel, c'était l'équivalent d'un chargement annuel. Ok. Ouais, qui allait du simple, je ne sais plus quel est le facteur 6, quelque chose comme quasiment. Ça. Ouais. Merci pour cette réponse. Oui, question suivante, on continue. Ouais, alors. C'est toujours la même question, avec donc un pâturage tous les ans, toujours par contre.
Alors, sur une partie du site où on n'a pas de reproduction, donc pas de nid en fait de damier, oui, on a un pâturage tous les ans. Après, il n'y a pas de règle générale, c'est-à-dire qu'on s'autorise, on se conserve la possibilité de faire des exclos certaines années si on constate par exemple que le nombre de nids chute, puisqu'il y a un suivi, une veille régulière sur l'espèce. Si le nombre de nids chute ou le nombre d'adultes chute, on adapte en fait notre gestion en mettant en place des exclos qui peuvent bouger d'une année à l'autre. Donc le site dans sa globalité est pâturé tous les ans, ça n'a d'ailleurs pas changé, il y a beaucoup de zones qui restent pâturées par les moutons. Par contre la zone à damier, on a beaucoup plus de réactivité, on adapte beaucoup plus la gestion. Merci. Question suivante. Nathalie Lamand de la Adréal Occitanie. Donc c'est une question à Pierre-Jean. On a mis en place aussi, donc on commence à mettre en place aussi les évaluations et les premières révisions des DOCOM, et on avait deux stratégies un peu différentes, ex-LR et ex-MP, où ex-LR on a plutôt privilégié une auto-évaluation réalisée par les animateurs, et côté MP plutôt une stratégie d'externaliser en fait cette évaluation à des structures externes. Donc avec des raisons, il y a deux raisons en fait. Le premier, c'était qu'il y a souvent, on a des collectivités qui sont tout petites et qui sous-traitent en fait l'animation à d'autres structures. Donc là, du coup, confier cette évaluation à des sous-traitants, c'était compliqué. Et on a aussi dans l'évaluation une part auto-évaluation du travail d'animation. Et certains DDT, ça leur posait une question en fait de demander un travail d'auto-évaluation aux structures animatrices. Est-ce que vous, dans cette auto-évaluation, vous avez cette facteur auto-évaluation du travail d'animation qui est intégré dans ce cadre-là? Alors sur cet aspect-là, nous, on reste sur la démarche vraiment d'auto-évaluation par rapport au travail qui est fait en régie par les structures porteuses. On n'a pas eu d'autres regards sur cette évaluation et sur ces dynamiques de projet. Merci. Oui, une autre question. Vous avez le micro? Oui, Laurent Germain de l'AFB. Dans la question de l'adaptation de la gestion par rapport aux résultats de l'évaluation, on se pose la question de la gouvernance. Vous l'avez abordé plusieurs niveaux. C'est marrant parce que les interventions étaient un peu croissantes. Conservatoire des sites disait ça a déjà permis à nous, en interne, de convaincre mes collègues de changer de pratique, et jusqu'à un spectre où il fallait avoir le comité de pilotage. Et Sophie, tu évoquais la difficulté de communiquer sur les résultats de l'évaluation. Je pense que le changement qu'on veut induire, c'est vraiment placer l'évaluation au centre de rédaction du document objectif, le guide, et placer l'évaluation au centre de la gouvernance, du choix des mesures et de l'adaptation de la gestion presque annuellement. Est-ce que vous avez les uns et les autres des bons exemples de pédagogie et de mettre cette évaluation au centre de la gestion, enfin, question un peu collective, parce que c'est une chose de convaincre en interne les salariés du conservatoire, c'est une autre de faire basculer le COPIL dans des choix de gestion, ou par exemple à l'échelle du parc régional, est-ce que d'abandonner, de changer de méthode de pâturage ou d'espèces de race pour le pâturage, est-ce que c'est des choses qui ont été présentées au niveau du comité syndical ou de l'évaluation de la charte? Est-ce que c'est un enjeu de gouvernance, l'évaluation, pour l'instant? Qui répond? Pierre-Jean? Oui, du coup, là j'aurais presque envie de faire parler du coup des animateurs de sites qui pour nous ont contribué là sur ce territoire-là, qui seraient effectivement peut-être en capacité de répondre plus précisément. Mais excellente suggestion. Effectivement, comme je vous le disais ce matin, rien ne vous empêche de réagir ou de répondre depuis la salle. Alors je vous laisse vous présenter, nous donner ces éléments de réponse. Bonjour, donc Agathe Larzillière, je suis au Parc naturel régional d'Armorique et je suis chargée de mission Natura 2000, entre autres sur l'île d'Ouessant. Donc on a élaboré un document d'objectifs en 2010 et donc on a mis une gouvernance classique, un groupe de travail, etc. Mais la particularité, c'est que sur Ouessant, il n'y a pas de comité de pilotage puisque en fait, le site est porté par un parc naturel marin. Et donc, c'est le comité de gestion du parc marin qui vaut comité de pilotage. Donc, on n'a jamais eu l'occasion en fait, de présenter les actions dans un comité de pilotage. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une structure un peu ad hoc. On a fait un comité de gestion.
Et ce comité de gestion se réunit tous les ans pour présenter les actions annuelles et de décider ensemble des actions à mener l'année d'après, tout simplement. Il est composé d'élus en charge de l'environnement, il est composé de scientifiques, d'acteurs de terrain, donc par exemple les chasseurs, d'acteurs de tourisme aussi, etc. Et en fait, là, justement, mardi prochain, j'ai le comité de gestion et je vais leur présenter la démarche tableau de bord. En fait, je vais complètement changer la façon de présenter les choses. Je vais plus parler, mes entrées ne seront plus par action du DOCOB. Je voudrais justement et c'est la première fois qu'ils vont en entendre parler. Non, j'en ai déjà parlé l'année dernière, mais là, je vais leur présenter vraiment une autre organisation, donc, parce qu'effectivement, je trouve que c'est une manière très pratique en fait, très très concrète de présenter les actions et la finalité en fait des actions et des études que l'on mène par rapport à des enjeux et non pas une espèce de fouillis de plein de choses, d'actions, de machins, de trucs qui n'ont pas de lien les unes avec les autres, quoi. Voilà. Donc je ne peux pas vous faire un retour d'expérience, mais en tout cas voilà. Alors un autre appel pour répondre ou compléter, je pense, voilà la main qui se lève, on va passer le micro dans un instant. Voilà, ça arrive très vite. Oui, Anne Lenormand, je suis chargée de mission Natura 2000 pour les Marais de Vilaine. Donc nous, on est rentré dans le jeu de l'auto-évaluation comme site expérimental et je veux juste témoigner sur le fait que le COPIL n'a pas hésité à s'engager dans cette démarche expérimentale. Avec des interrogations sur effectivement l'issue. Et là, à mi-parcours, je peux juste vous confirmer qu'ils sont convaincus de cette démarche et que de nouvelles orientations s'opèrent déjà aujourd'hui et que même si initialement ils étaient plutôt sceptiques, mais quand même volontaires dans la démarche, aujourd'hui, ils sont vraiment... ils voient de nouvelles... position du COPIL, de nouvelles orientations et vraiment le président de COPIL serait là pour vous confirmer que c'est vraiment un choix stratégique à engager. Donc voilà, cette expérience. Merci. Y avait-il d'autres questions en attente? Oui, juste pour compléter, Emmanuel. Pour finir de répondre à Laurent aussi sur sa question, est-ce que la méthode tableau de bord ou l'évaluation conduite a permis, en termes de gouvernance, faire changer des choses? Sur les chaumes de Seichebec, c'est un très petit site. Donc le comité de pilotage, en général, il y a très peu de monde. Pour autant, au moment où ça a été conduit, les aspects de rapportage sur l'état de conservation, notamment défavorable de certains aspects de pelouse, a permis de faire partager le fait qu'il ne fallait pas se contenter de restaurer avec des moyens mécaniques, mais qu'il fallait passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la remise en place d'un pâturage, ce qui incluait des clôtures, repose de clôtures sur le site, etc. Et ce qui, à terme, pourra vraisemblablement permettre de contenir aussi un peu le problème des véhicules à moteur, même si on n'en est pas encore tout à fait là. Donc oui, ça a permis au moins de s'approprier, de faire partager cette discussion et de faire le déclic sur on va engager la phase suivante, passer à du pâturage. Alors, c'est un petit site, donc on n'est pas dans une gouvernance vraiment très partagée ou très largement partagée, mais oui, ça a déjà permis ça, et ça, en soi, c'est fondamental. Merci Emmanuel. Ça m'évoque une chose, vos échanges, enfin un petit peu de manière latérale, si je puis dire. Je prends ma casquette de communicant, je crois que c'est Sophie tout à l'heure qui a évoqué les problématiques de jargon, de problèmes de vocabulaire. Je me pose plus la question parce que ça fera peut-être une transition avec la dernière partie de la journée puisqu'on fera de la prospective. Est-ce que vous avez des suggestions par rapport à ça sur Pierre-Jean, par exemple, vous l'avez peut-être expérimenté, non? Allez, l'un ou l'autre, ou les deux. Ça sera vos retours d'expérience personnelle là-dessus. Oui. Enfin, je pense effectivement, ça, c'est la pédagogie et puis le jargonnage qui est utilisé, enfin le vocabulaire qui est utilisé dans les comités de pilotage ou dans toutes les structures un peu de gestion qui associent toute une diversité d'acteurs. C'est extrêmement important et il faut, à mon avis, en être assez soucieux tout en ayant cette expertise. Vous pratiquez comment? Vous adaptez pour vulgariser? C'est pas forcément moi parce qu'en tant que service de l'État, j'ai un rôle un petit peu différent. Dans les groupes de travail. Mais effectivement, les animateurs ont une manière de faire et une manière de s'exprimer qui essaye de se mettre à niveau auprès des différents acteurs pour permettre leur implication, la compréhension d'un certain nombre d'enjeux et la sensibilisation à ces enjeux biodiversité et du coup favoriser aussi une implication de ces acteurs-là quand ils essayent de monter un certain nombre de programmes de mesures. Donc c'est à mon avis assez essentiel. Et après effectivement, c'est certainement une condition sine qua non pour certains. Tout à fait. Sinon bien appréhender les choses pour pouvoir les comprendre. Voilà, on fonctionne un peu ex nihilo autrement à mon sens, en tant qu'animateur de site et
Et par contre, il faut aussi, bien évidemment, avoir cette deuxième casquette un peu plus scientifique pour remettre en perspective le travail qui est fait sur chacun des sites et l'inscrire dans un cadre un peu plus scientifique et de reportage. Confirmé, Sophie, retour d'expérience de terrain, comment ça se passe? Oui, alors moi, comme vous l'avez compris, je suis au tout début du site, donc je n'ai pas encore eu à parler de ces termes-là au COPIL. Vous l'avez signalé comme un point de vigilance. J'anticipais sur... mais c'est un retour d'expérience qu'on s'est fait nous aussi sur les antennes de façade Atlantique et Manche-Mer du Nord, puisqu'on est tous en train, chargés de mission Natura 2000, de mettre en place cette utilisation du tableau de bord et de se rendre compte que le terme d'enjeu, déjà entre nous, n'était pas forcément partagé, parce que c'est un terme qui a changé de signification au cours du temps. Pour exemple, lors de l'élaboration du DOCOP Betsen occidental, l'enjeu, par exemple, c'était maintien ou amélioration de la capacité d'accueil. C'est-à-dire que l'enjeu correspondait à ce que maintenant on appelle l'objectif à long terme. Donc ce mot-là a changé déjà de signification. Donc déjà au sein des gestionnaires, il y a certains mots qui ont besoin qu'on a besoin de se les réapproprier, d'être tous d'accord sur leurs termes. Et donc on a tous arrivé à la conclusion qu'effectivement cet outil tableau de bord s'il était aussi bien en interne, il n'y avait pas de raison qu'il ne soit pas aussi, comme tu le disais Agathe, vraiment très pratique pour communiquer en externe, mais qu'il fallait qu'on travaille et qu'on réfléchisse à comment l'adapter pour pouvoir présenter de façon plus pédagogique à quelqu'un qui n'a pas justement tout ce bagage et cette compréhension du vocabulaire. Et donc là, en antenne, on est en train de travailler à comment on pourrait adapter un peu et préparer une sorte de boîte à outils de PowerPoint, enfin je ne sais pas, on phosphore un peu là-dessus pour voir comment on peut travailler sur la communication. Merci pour cette précision. Je me tourne encore vers vous en cas de question. En voilà une. Julia Combrin, PNR Normandie-Maine. C'est plus une question technique sur cette nouvelle méthodologie du tableau de bord. Je voulais savoir combien de temps ça avait pris à l'animateur à peu près de passer des enjeux de conservation, des objectifs, tout ça, de l'ancien DOCOB ou initial jusque dans le tableau de bord, quoi. Moi, ça m'a pris, je sais pas, peut-être je dirais une bonne semaine à me mettre dedans, surtout que j'arrivais sur le poste, j'arrivais dans ce métier que j'avais besoin de m'approprier, et donc effectivement, il a fallu quand même que... Voilà, donc je pense que à partir du moment où j'ai ouvert le tableau, j'ai fait waouh, j'ai vu toutes les cases, les coups. Mais on avait eu, il faut dire quand même, on avait eu une très bonne formation avant par nos collègues de l'agence qui avaient permis de mettre en œuvre bien même d'élaborer cette méthode là. Et donc tout de suite j'ai voulu rentrer dedans et donc je pense pour moi une semaine, mais et encore c'est pas complètement fini quoi. Je continue de l'adapter par rapport à ce qui était fait par mon collègue précédent, puisque on avait des objectifs de développement durable, donc maintenant il faut adapter, et donc c'est vrai que tout ça prend un peu de temps. Emmanuel, un complément ? Oui, un complément, même chose, même réponse sur le site du Chaume de Seichebec où on était sur un DOCOB ancienne version, restructuration de l'arborescence avec identification des indicateurs des deux niveaux et évaluation, on a bénéficié de 20 jours en tout. Donc c'était quand même relativement rapide. Et sur les vallées calcaires Périllon-Goumoisine, de mémoire, les deux animateurs sont dans la salle. J'ai oublié de mettre la diapo contact. Je crois que c'était à peu près le même temps sur l'évaluation. Et quant à la nouvelle méthodologie, là on a vu qu'on était sur une arborescence qui est un petit peu à cheval entre les deux, mais il y a une journée de travail à peine pour, si on voulait vraiment la rebasculer dans la nouvelle méthode, c'est une journée de travail. Ok, merci pour cette précision. Alors effectivement, il manque...